Gdansk représente un enjeu politique. C'est là qu'est né le mouvement Solidarnosc qui contribua à la chute du régime communiste, tout un symbole. En cas de fermeture, le gouvernement de centre-droit pourrait y laisser des plumes. Les sommes à rembourser n'ont pas encore été précisées, mais lorsque l'enquête de la commission avait été ouverte en 2005, les aides publiques aux 3 chantiers navals étaient estimées à près d'1,5 milliard d'euros. L'Europe de plus en plus sous pression pour rayer les moudjahidines du peuple iranien de sa liste noire. Après la justice européenne, il y a 1 an et demi, la justice britannique a à son tour estimé que le mouvement d'opposition au régime de Téhéran devait être retiré de la liste européenne des organisations terroristes. Basée en France, l'OMPI se pose en alternative démocratique et dit avoir renoncé à la violence armée depuis 2001. La représentante de l'opposition en exil, Mariam Rajavi. Il faut retirer le nom des moudjahidines sur la liste terroriste. Parce que ça montre que l'Europe c'est contre les mollahs. Vous savez que cette liste était à la demande du régime des mollahs. Et c'est une concession aux mollahs. Et quand j'ai dit, c'était le résultat de la politique de complaisance. Toutes les organisations listées voient leurs avoirs financiers gelés et ne peuvent donc pas lever de fonds. Mariam Rajavi était mercredi au Parlement européen pour plaider sa cause, entourée de députés britanniques qui l'appuient. David Jones en est. Pour lui, le Royaume-Uni ayant été à l'origine de l'inscription sur la liste européenne, la demande d'annulation de la justice britannique doit être respectée. Si la plus haute juridiction de Grande-Bretagne, la Chambre des Lords mise à part, décide que la proscription du gouvernement britannique était illégale, j'estime que l'Union européenne a le devoir d'en tenir compte. L'UE elle-même est une création juridique et est aussi une institution qui doit s'appuyer sur l'état de droit, et si dans les faits elle ne le fait pas, eh bien elle ne représente rien du tout. En 2006, la Cour européenne de justice avait déjà contesté cette inscription, mais elle s'était concentrée sur la procédure. Lorsque l'Europe révisera sa liste en juin, elle pourra cette fois difficilement faire l'impasse, commente cet expert juridique. Le Conseil de l'Union européenne devrait se soumettre à la décision qui a été prise par le tribunal de première instance de la Cour de justice des communautés européennes d'annuler, c'est une véritable annulation, de la décision qui avait été prise par le Conseil d'inscrire l'OMPI sur la liste des organisations terroristes. Les moudjahidines du peuple iranien ont beau avoir pignon sur rue en France, la justice française les a un temps soupçonnés de dérives sectaires. En 2003, une perquisition avait même eu lieu au siège de l'organisation et plusieurs millions de dollars saisis en liquide. Quant à la position de Téhéran, elle est invariable. Les moudjahidines du peuple sont une secte terroriste et les retirer de la liste noire équivaudrait à une provocation des Européens. À présent, un regard sur les principaux événements de la semaine prochaine en Europe. Beauté sauvage. Monténégro vous présente la météo.
vous a été présenté par Monténégro, la beauté sauvage. Vous êtes sur Euronews, le journal. En Suisse, le non à une proposition de la droite populiste sortirait vainqueur des urnes. D'après les premières estimations de la télévision suisse, les électeurs ont rejeté aujourd'hui le projet de durcir les conditions de naturalisation des étrangers. Des conditions qui sont déjà les plus restrictives d'Europe. La proposition est de soumettre chaque procédure au vote des citoyens sans possibilité de recours. Elle émane du premier parti de la Suisse, l'UDC, l'Union démocratique du centre de Christoph Blocher. Hier, il a agité la crainte d'une vague de naturalisation en cas de victoire du non. Comme le montre cette affiche, les étrangers sont dépeints par l'UDC comme des êtres avides de s'emparer de la nationalité suisse. Alors que le gouvernement et la majorité du Parlement ont appelé les Suisses à dire non à cette proposition, l'UDC a également tenté de recentrer le débat sur la criminalité des étrangers naturalisés. Une diabolisation qui tranche avec l'image d'hospitalité et d'accueil que le pays veut promouvoir pour l'Euro 2008. Dimanche électoral agité en Macédoine, petit pays de l'ex-Yougoslavie où 1 700 000 électeurs sont appelés à désigner leurs 120 députés à l'occasion d'élections législatives anticipées. Une personne a été tuée et plusieurs autres blessés dans des échanges de tirs avec la police dans le village à majorité albanophone d'Arașinovo. Le scrutin y a été purement et simplement interrompu pour des raisons de sécurité. Les opérations de vote ont également été suspendues dans une dizaine d'autres bureaux en raison d'irrégularités diverses, ont indiqué les autorités, sans préciser lesquelles. L'élection se déroule sous le contrôle de 464 observateurs internationaux et de près de 6000 observateurs locaux. Ce scrutin a été provoqué par le Premier ministre conservateur Nicola Gruevski après l'échec rencontré par son pays en avril dans sa tentative d'intégrer l'OTAN. Gruevski vise la majorité absolue pour pouvoir mettre en œuvre les réformes demandées par la Commission de Bruxelles avant une éventuelle adhésion à l'Union européenne. Son principal adversaire est Radmila Sekerinska, la candidate de l'Union social-démocrate, la principale formation d'opposition qu'elle préside. Elle aussi veut faire adhérer son pays à l'OTAN et à l'Union européenne. Et dans ce pays dont le quart de la population est d'origine albanaise, 2 formations communautaires pourraient faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. L'organisation indépendantiste basque ETA a revendiqué un attentat à la bombe dans la nuit de samedi à dimanche au Pays basque espagnol. L'explosion a fait 3 blessés légers, 2 policiers et un civil. Environ 1 heure avant l'explosion, ETA avait prévenu la police par téléphone. Sa cible semble avoir été une entreprise de bâtiment qui travaille sur le projet d'extension du réseau national de trains à grande vitesse, AVE. En tout cas, l'explosion s'est produite à proximité du siège de cette société. ETA pourrait ainsi vouloir montrer que sa détermination n'est pas entamée malgré l'arrestation le 20 mai en France à Bordeaux de celui qui est présenté par la police comme son leader, Francisco Javier López Peña. Il y a 2 jours, ETA avait revendiqué 4 attentats récents dont celui qui a causé la mort d'un garde civil le 14 mai. La trêve de la période mars 2006-juin 2007 n'est plus qu'un lointain souvenir. L'objectif de cette décision est d'impulser un processus démocratique en Euskal Herria. C'était le dernier joker d'Hillary Clinton, les primaires anticipées du Michigan et de la Floride remportées par l'ex-première dame. Problème, aucun candidat n'a fait campagne dans ces États et le nom de son rival Barack Obama n'apparaissait même pas sur les bulletins de vote du Michigan. Alors la commission des règlements du parti réunie hier à Washington a tranché. Fin août, lors de la convention démocrate, les délégués de Floride et du Michigan siégeront avec seulement une demi-voix chacun lors du vote qui désignera le candidat du parti pour la présidentielle. Un revers pour Hillary Clinton et ses partisans qui demandaient que la totalité des votes soit prise en compte. Elle a le vote populaire, explique cette sympathisante, et le vote populaire est plus important. Alors si on ne le prend pas en considération, pourquoi organiser des primaires ? Concrètement, Hillary Clinton perd sa dernière chance de regagner du terrain sur Barack Obama, qui dispose d'une avance de plus de 200 voix. Malgré tout, ce dernier doit faire l'unité autour de sa candidature. 1 mois après avoir rompu ses liens avec le pasteur Wright, le sénateur de l'Illinois a annoncé hier qu'il quittait l'église de la Trinité. En cause, un prêche très moqueur à l'égard d'Hillary Clinton.
Je suis très confiant, explique Barack Obama. Nous allons trouver une église qui nous convienne à l'image de nos préoccupations et de nos valeurs. Pour être investi, Barack Obama doit encore gagner les cœurs de 66 délégués. 86 sont en jeu et seront répartis à la proportionnelle lors des 3 dernières primaires, dont celle de Porto Rico aujourd'hui. Porto Rico figurait dans l'agenda des candidats à l'investiture démocrate et pour cause, l'archipel enverra 55 délégués lors de la convention du parti en août. Alors, Barack Obama est allé faire campagne à 2 reprises dans les rues de San Juan, la capitale. Nous avons beaucoup de supporters ici à Porto Rico. Les soutiens les plus importants, ce ne sont pas les officiels, ce ne sont pas les puissants. Ce qui compte le plus, c'est le soutien de la population. Hillary Clinton compte bien faire le plein des voix portoricaines lors de la primaire démocrate. Pour cela, elle s'est rendue sur place pendant 3 jours. Elle a mis en avant son expérience en tant que première dame et surtout son action en faveur des portoricains. Ils sont 1 million à vivre à New York, la ville dont elle est la sénatrice. Aussi s'est-elle engagée à défendre la voix de l'archipel si elle est élue à la Maison-Blanche. Il est temps de permettre aux habitants de Porto Rico de se prononcer sur la question centrale de l'archipel, à savoir son statut. Ce sera pour moi une priorité. Avec toutes les parties et avec le Congrès, nous allons trouver une solution à ce dossier. Le dossier est compliqué. Porto Rico est un archipel des Caraïbes. Ancienne colonie espagnole, il est passé sous tutelle américaine en 1898, après la victoire des États-Unis sur l'Espagne. Depuis, les quelques 4 millions de portoricains ont la nationalité américaine, mais Porto Rico ne fait pas directement partie des États-Unis. C'est juridiquement un État libre associé. Les habitants sont dirigés par le président américain, mais ils ne participent pas à son élection. Pour autant, ils sont consultés durant les primaires. Ils ont un représentant au Congrès, à Washington, mais ce dernier n'a pas de droit de vote. La plupart des portoricains ne payent pas l'impôt sur le revenu des États-Unis, mais ils payent des taxes fédérales, ainsi que les cotisations pour le système de couverture sociale américain. Il y a 10 ans, Porto Rico célébrait le centenaire de l'appartenance aux États-Unis. À cette occasion, un référendum avait été organisé concernant le statut de l'archipel. Les électeurs avaient refusé l'indépendance, ils avaient aussi rejeté l'intégration totale aux États-Unis. Leur choix, le statu quo, à savoir une autonomie sous la tutelle de Washington, ce qui visiblement correspond le mieux à leurs intérêts. En Chine, tous les édifices n'ont visiblement pas souffert de la même manière du terrible tremblement de terre du 12 mai, dont le bilan officiel s'élève désormais à plus de 69 000 morts et près de 19 000 disparus. Nombre d'établissements scolaires n'ont pas du tout résisté, comme cette école primaire où des parents se sont rassemblés à la fois pour se recueillir et exprimer leur colère contre le non-respect des règles de construction en matière de normes antisismiques. Et en ce dimanche qui marque la fête nationale des enfants, le président chinois Hu Jintao en personne s'est déplacé. Mes jeunes amis, a-t-il lancé à son auditoire, aujourd'hui vous devez faire classe sous une tente, mais soyez assurés que le parti et le gouvernement vont reconstruire un meilleur environnement pour vos études. Les enfants ont naturellement acquiescé. Journaliste, écrivain, homme politique en Israël, après avoir survécu à l'Holocauste en Europe centrale. Yosef Tomi Lapid est mort ce dimanche à Tel Aviv à l'âge de 76 ans. Président du mémorial Yad Vashem de Jérusalem, consacré au souvenir du génocide des Juifs par les nazis, il avait l'an dernier établi un parallèle entre l'attitude de colons israéliens d'Hébron envers les Palestiniens et l'antisémitisme en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Né en ex-Yougoslavie, il avait immigré en Israël dès la création de l'État hébreu en 1948. Il était devenu journaliste et avait dirigé le quotidien Maariv, puis la radio-télévision publique. Il s'était illustré en politique en faisant du Shinui, un parti de centre-droit résolument laïque, la 3e formation du pays. Il était alors devenu ministre de la Justice. 5, 4, 3, 2, 1... Discovery a décollé pour 14 jours de mission. La navette spatiale américaine s'est arrachée du sol de Cap Canaveral en Floride, direction à présent la Station spatiale internationale ISS.
À son bord, 7 astronautes et la pièce principale du laboratoire orbital japonais Kibo. Avec ce deuxième module, le Japon devient membre à part entière de la Station spatiale internationale, aux côtés des États-Unis, de la Russie et de l'Europe. Lorsque Kibo sera fixé, la mise en place de l'ISS sera achevée à 71%. 7 vols seront encore nécessaires pour terminer l'assemblage de la Station spatiale internationale. 3 sorties de 6h30 dans l'espace sont prévues pour intégrer Kibo à l'ISS. Banksy, Blake le rat, Pinky, des artistes de rue qui attirent les collectionneurs, font désormais le bonheur des maisons d'enchères, bref, qui ont trouvé leur place sur le marché de l'art. 147 œuvres de grands noms de la rue ont été regroupées à Londres. Elles sont exposées à Selfridges, feront un détour par Bristol en attendant la vente aux enchères de juin. Comme je le dis à tout le monde, vous pouvez acheter ce que vous voulez sur ces murs. L'art de la rue, ou l'art urbain comme on l'appelle depuis 6 mois, est bien sûr lié à notre culture, bien plus que des œuvres plus traditionnelles. C'est pourquoi il y a une telle demande sur le marché. Aux côtés des Britanniques comme Pinky, Inky ou Nick Walker, on trouve aussi des artistes brésiliens qui se sont forgés une renommée internationale, citons Ramon Martins et Carlos Dias. Dans cette collection, il y a des styles différents, une variété de nationalités. Les Brésiliens, par exemple, ont un travail très coloré qui reflète leur culture. Blake le rat, qui est français, est très politisé. Les Britanniques, qui sont représentés ici, Banksy, Nick Walker, Inky, sont politiques, subversifs, amusants. Parmi les Américains, on a Scene, graffeur de légende, originaire du Bronx. 46 graffeurs sont représentés, un véritable tour du monde de l'art urbain. À noter que l'exposition et la vente proposent de nouvelles créations. Armenia, Noah's route, your route. Depuis lundi 26 mai 2008 et pour 90 jours, la sonde américaine Phoenix explore minutieusement Mars, plus exactement la région polaire nord de la planète rouge. Plus complexe que ses cousins Spirit et Opportunity, Phoenix est un véritable laboratoire sur pattes. Touchdown signal detected. Landing sequence initiated. Équipé d'un bras robotisé, d'une station météorologique, d'un imageur stéréoscopique, d'un analyseur de gaz et d'un laboratoire biochimique, Phoenix a pour principal objectif de trouver des traces d'eau, de prouver la présence d'eau sous forme liquide il y a 100 000 ans. Laissez-moi vous montrer. Nous sommes vraiment au nord à 68 degrés, là où se trouve ce petit point. Nous sommes proches du pôle, mais pas sur la calotte polaire nord. Il y a une grande différence. Il y a de la glace sous la surface et nous allons l'étudier.
Phoenix est en mesure d'analyser la composition du sol martien, de trouver notamment de l'azote, du phosphore, de l'hydrogène. Il doit aussi chercher à analyser du méthane dans la région arctique. Les données récoltées seront comparées à celles de la mission Mars Express de l'ESA. Le méthane ne peut pas rester présent pour toujours dans l'atmosphère martienne. Sur Mars, le méthane a une durée de vie de l'ordre de 300 à 600 ans. Le méthane est détruit, donc il doit y avoir une source de méthane. Et on sait que sur Terre, une source de méthane implique la vie. Ce déploiement de haute technologie devrait apporter de nombreuses réponses aux scientifiques qui pourront ainsi mettre au point d'autres missions martiennes pour aller plus loin dans la connaissance de la planète rouge. Et maintenant, flashback sur l'actualité de la semaine. Le Hezbollah n'utilisera pas ses armes à des fins politiques, c'est en tout cas ce qu'a affirmé le leader du mouvement chiite libanais à l'occasion du 8e anniversaire du retrait israélien du sud du Liban. Hassan Nasrallah s'exprimait devant des milliers de partisans réunis à Beyrouth pour entendre son discours diffusé sur écran géant. Des propos qui vont dans le sens de l'accord conclu à Doha la semaine dernière et qui a mis fin à 18 mois de lutte de pouvoir entre la majorité anti-syrienne et l'opposition menée par le Hezbollah, appuyée par Damas et Téhéran. Autre point de cet accord, l'élection d'un chef d'État. Michel Slimane, le commandant en chef de l'armée libanaise, a pris ses fonctions ce lundi et sa première mission s'annonce plus que délicate puisqu'il doit former le nouveau gouvernement d'union nationale. Pour le poste de Premier ministre, les noms de Saada Hariri, le chef du principal bloc de la majorité, et de Fouad Signora sont pour l'instant les seuls à circuler. Après les pêcheurs, la grogne contre le gazole cher gagne les chauffeurs routiers d'Europe. En Grande-Bretagne, des centaines de camions ont convergé vers Londres, la capitale, et Cardiff, au Pays de Galles. Les transporteurs britanniques affirment que la hausse des prix des carburants pousse leurs entreprises au bord du gouffre. J'avais 3 camions, mais en janvier j'ai été obligé de m'en défaire à cause de la hausse des prix du carburant. Donc je les ai vendus. J'avais 3 chauffeurs excellents, et c'est ça qui m'a fait vraiment de la peine, devoir renvoyer mes chauffeurs. Mais sans ça, c'était la faillite. En plus de la flambée des cours du brut, les prix à la pompe en Grande-Bretagne sont affectés par les taxes les plus élevées de l'Union européenne. Ainsi, en un an, ils ont augmenté de plus de 30%. Pour calmer les esprits, le gouvernement songe à revoir ses projets de hausse des taxes sur les carburants. Mais les chauffeurs routiers britanniques veulent plus. Dans une pétition qu'ils sont allés remettre à Downing Street, ils ont appelé le Premier ministre Gordon Brown à leur accorder une ristourne spéciale de l'ordre de 30 centimes d'euros par litre. Dans la mesure où 85% des marchandises sont livrées par la route en Grande-Bretagne, ils font valoir que leur activité est essentielle à la bonne marche du pays. Dans le sillage des pêcheurs français, la contestation s'organise dans les ports européens contre la flambée du prix du carburant. En Espagne, le mouvement de grève débuté ce lundi en Catalogne s'est étendu à l'Andalousie. La principale organisation patronale de la pêche appelle à une grève illimitée à partir de vendredi. Au Portugal, un mouvement similaire pourrait débuter. Des pêcheurs français, italiens, espagnols et portugais réunis en Italie ont évoqué une grève européenne. Enfin, les fédérations méditerranéennes doivent se réunir à Bruxelles. Confronté le premier à cette colère, le président français Nicolas Sarkozy a déclaré vouloir proposer à ses homologues européens d'étudier une suspension de la TVA, une décision qui ne peut être prise qu'à l'unanimité des États membres. L'idée a aussitôt été rejetée par la Commission européenne. Elle enverrait un mauvais signal aux pays producteurs, estime-t-elle. Cela voudrait dire que ces pays peuvent continuer à augmenter leurs prix. Rejoints maintenant par leurs confrères européens, les pêcheurs français demandent depuis 2 semaines une baisse du prix du carburant et son harmonisation à l'échelle européenne. La grogne pourrait s'amplifier et toucher de nouveaux secteurs. En 6 ans, les prix du pétrole brut ont été multipliés par 6.
La prison à vie pour les époux Fourniret. Le verdict de la cour d'assises des Ardennes est tombé. Depuis 2 mois, Michel Fourniret et sa femme Monique Olivier étaient jugés pour une série d'enlèvements, de viols et de meurtres commis en France et en Belgique. Ils devaient répondre de 7 assassinats de jeunes filles. Michel Fourniret écope de la peine la plus lourde en France, la perpétuité incompressible. Monique Olivier est reconnue coupable de complicité dans 4 meurtres et un viol en réunion. Sa perpétuité est assortie d'une période de sûreté de 28 ans. Les familles des victimes sont satisfaites. Le verdict a été satisfaisant pour toutes les familles. C'est-à-dire qu'il y a une peine quand même très importante, très lourde. Ce que je voudrais aussi, c'est que ça serve de leçon aux autres pervers de savoir qu'un jour la justice les rattrape. La défense de Fourniret ne fera pas appel. L'avocat de Monique Olivier se prononcera d'ici quelques jours. Le couple doit encore passer devant la justice pour 2 autres meurtres. C'est un couple assassin, ce qui est rarissime, a souligné l'un des avocats durant le procès. Michel Fourniret a fait la connaissance de Monique Olivier en prison. Leur complicité est née d'un premier pacte criminel. En échange du meurtre de son premier mari, Monique Olivier a aidé une première fois Fourniret à trouver une fille vierge pour assouvir son plus grand fantasme. Au moins 6 autres jeunes femmes ont suivi, violées puis tuées entre 1987 et 2003 en France et en Belgique. Leur parcours sanglant passe par les Ardennes où ils ont acheté un château, sans doute payé grâce à un butin volé à un gang de braqueurs. Les Fourniret ont aussi traqué des jeunes filles en Bourgogne, dans la Marne, des régions du nord-est de la France. Durant 16 ans, le système judiciaire français est passé à côté. Il n'a pas envisagé les crimes en série. L'équipée macabre s'est achevée en 2003 en Belgique quand Michel Fourniret a été arrêté après un ultime enlèvement raté. En 2 mois de procès, le tueur en série n'a exprimé aucun remords. Ne plus voir ce type d'agression. C'est l'objectif du gouvernement britannique qui lance une vaste campagne pour enrayer la série de crimes par balles et à l'arme blanche dont plusieurs dizaines de jeunes ont été victimes ces derniers mois en Grande-Bretagne et principalement à Londres. Des photos de blessures et des messages chocs seront diffusés à la radio, sur Internet et les portables pour inciter les jeunes et leurs parents à se mobiliser. Ian Blair, le chef de la police. Les crimes violents sont en baisse à Londres, de même que ceux par arme à feu et ceux par arme blanche. Mais cela n'intéresse pas le public et les parents quand on sait que le nombre de jeunes victimes de tirs ou de coups de couteau a atteint un niveau inacceptable. 27 l'an dernier et déjà 15 depuis le début de l'année. 15 already this year. En parallèle de cette campagne qui va coûter l'équivalent de 4 millions d'euros, le ministère de l'Intérieur a promis davantage de financement pour interpeller les auteurs des violences. Déjà, en 2 semaines, les policiers ont interpellé plus de 200 personnes. Parmi les dernières victimes de cette série de crimes, l'acteur Rob Knox, qui incarnait un second rôle dans le prochain Harry Potter. Il a été poignardé samedi dernier lors d'une bagarre à la sortie d'un pub de Londres. Sa mort a provoqué une très forte émotion. Les pêcheurs espagnols, portugais et italiens sont vent debout face à l'envolée du prix du gasoil. À Madrid, entre 7 et 10 000 d'entre eux se sont rassemblés devant le ministère de la Pêche pour réclamer des mesures d'urgence au gouvernement. Sur le littoral espagnol, tous les bateaux de pêche sont restés à quai ce vendredi. Nous sommes ici pour que les prix s'améliorent, explique ce pêcheur. Au départ, nous vendons le poisson à la criée à bon marché, mais à l'arrivée, les gens doivent l'acheter 400% plus cher. Au Portugal, la grève illimitée lancée aujourd'hui est très largement suivie. En Italie, entre 12 et 13 000 pêcheurs ne sont pas sortis. L'horizon est bouché. Mucha gente, y yo particularmente por la edad, es desguazar el barco y retirarme. Beaucoup d'entre nous, témoigne ce patron pêcheur, pensent à se retirer et à envoyer leur bateau à la casse. Il n'y a pas d'avenir s'ils ne baissent pas les prix du gasoil. Porque el combustible no tenemos margen de maniobra para trabajar con él.
Les pêcheurs français, eux, continuent de bloquer certains ports. Dans la capitale espagnole, ce vendredi était vraiment jour du poisson. Pas moins de 20 tonnes ont été distribuées gratuitement à la population. Après une dizaine de jours de négociations difficiles, c'est fait. 111 pays ont adopté une convention qui interdit les armes à sous-munitions. La convention élaborée et débattue à Dublin par les ministres des Affaires étrangères des pays signataires et des représentants d'ONG prévoit aussi la destruction des stocks existants d'ici 8 ans. Nous avons réussi à stigmatiser l'utilisation des armes à sous-munitions, explique le chef de la diplomatie irlandaise, Michael Martin, et il y aura un effet domino dans les années qui viennent. Je pense qu'en termes d'utilisation de ces armes, on aura le même effet qu'avec les mines antipersonnelles dans le passé. C'est la Convention d'Ottawa qui avait banni les mines antipersonnelles en 1997. Les signataires du texte de Dublin espèrent que les pays utilisateurs de bombes à sous-munitions finiront par se rallier au traité. Les principaux utilisateurs sont les États-Unis, Israël, l'Inde, le Pakistan et la Chine, indique la directrice d'ISIS Europe, Institut international d'études sur la sécurité. Il y a 34 pays dans le monde qui produisent des armes à sous-munitions et 76 qui possèdent des stocks. Le but de cette convention est d'interdire complètement la production et le stockage. Les armes à sous-munitions contiennent chacune plusieurs centaines de mini-bombes. Jusqu'à 30% n'explosent pas tout de suite et tuent beaucoup de civils après coup. Ian Paisley passe le flambeau en Irlande du Nord. Le Premier ministre nord-irlandais et révérend protestant a cédé les commandes du Parti unioniste démocrate, le DUP, à Peter Robinson, le ministre des Finances. Il lui remettra également son poste de Premier ministre jeudi prochain. C'est une page qui se tourne pour Ian Paisley, qui est le cofondateur du DUP. À 82 ans, il est resté une forte personnalité du camp unioniste. J'aimerais voir le parti unioniste faire ce que nous avons effectué dans le passé. Conduire de plus en plus ce pays vers un endroit où l'unionisme est vu comme un vrai parti d'Irlande du Nord et pas comme un parti importé. Une Irlande du Nord pacifiée où Ian Paisley accepte de gouverner avec son ancien ennemi, le Sinn Féin. C'est l'exploit auquel sont parvenus l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et son homologue irlandais l'an dernier. Le révérend Paisley, surnommé dans le passé Dr No pour son intransigeance, fait ses adieux en soulignant une transformation étonnante en Irlande du Nord. No comment, l'image est la première langue d'Euronews.
Vous êtes sur Euronews, le journal. En Suisse, le non à une proposition de la droite populiste sortirait vainqueur des urnes. D'après les premières estimations de la télévision suisse, les électeurs ont rejeté aujourd'hui le projet de durcir les conditions de naturalisation des étrangers. Des conditions qui sont déjà les plus restrictives d'Europe. La proposition est de soumettre chaque procédure au vote des citoyens sans